Oui, bonjour aux personnes connectées. Donc, madame Ridarch, bonjour. Peggy, bonjour. Je me présente. Madame Ladra, bonjour. Je me présente. Sarita Marie-Magdeleine, chargée de mission pour le dispositif local d'accompagnement DLA Martinique. Euh, il y a une petite particularité pour cette intervention. C'était un prestataire qui était supposé intervenir sur cette thématique. Bon, visiblement, on a une difficulté immédiate, il ne peut pas se connecter. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre la main un peu sur le sujet de l'atelier du jour. Donc, comment adapter son modèle économique ESS en période de crise sanitaire. Et voilà, c'est pas ce qui était initialement prévu, mais nous nous adaptons comme dit Madame Euronoturity, dans la bienveillance. Et donc, on va un peu vous présenter à la fois les concepts de projet associatif, modèle économique ESS, et un peu cette crise sanitaire, voilà, tout ce que cela doit engendrer en termes d'adaptation. Donc, voilà, merci de votre compréhension. Ce n'est pas ce qui était initialement prévu, mais on y va quand même. Et voilà, on se lance. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer au niveau de l'onglet Converser. De toute façon, là, vu le format que va prendre cette intervention, on aura l'occasion d'échanger et de faire des questions-réponses. Alors, on va partager l'écran. Alors, c'est un peu un gros format, hein, là, ce que je vois à l'écran. Olivia, si c'est possible de réduire. Donc, parler de modèle économique ESS, rentrer de but en blanc dans le modèle économique ESS, voilà, c'est un peu difficile de le faire sans avoir évoqué au préalable, voilà, ce qu'on appelle le projet associatif de la structure. Comme on aime à dire, c'est vraiment l'ADN de la structure économie sociale et solidaire associative. Donc, le projet associatif, pourquoi en parler? Alors, on a un petit souci de slide. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous voyez bien le slide à l'écran? Tout le monde voit le slide? Ou bien c'est que moi qui envoie une partie ou tout le monde le voit? Alors, le projet associatif, on y va. Pourquoi en parler? Dans un contexte actuel, avec en effet les incertitudes qui pèsent sur le fonctionnement des structures associatives, les surprises, les difficultés, les dirigeants associatifs sont forcément amenés à prendre du recul par rapport à la mission d'intérêt général qu'ils se sont donnés dans le cadre de leur association. Le fonctionnement des structures a été lourdement impacté, notamment avec une quasi-obligation de faire preuve de réactivité. On a eu l'occasion, lors d'un atelier DLA, d'aborder le fait que les structures ont dû prendre le virage du numérique un peu de façon forcée, qu'elles y soient préparées ou pas. Et donc, le fonctionnement habituel de la structure, celui qu'elle a peut-être intégré dans son projet associatif, a clairement été bouleversé. Alors, on a un petit souci de présentation. Oui, Patientez. je vous prie d'excuser, j'ai un problème de présentation sur l'ordi. Je vous remets la slide tout de suite. OK. Donc, projet associatif clairement impacté par les conditions de déroulement de la crise sanitaire. Euh, Par exemple, la crise sanitaire est venue rebattre les cartes en matière de transformation digitale. Ça, on a eu l'occasion de le présenter lors de l'atelier d'hier, avec ce virage numérique que les structures ont dû prendre ou n'ont pas pris pour faire face, encore une fois, à l'arrêt brutal des activités, au fait de ne pas devoir se déplacer, mais au fait peut-être de devoir toujours réaliser du contact avec leurs bénévoles ou du contact avec les bénéficiaires. Donc clairement, un projet associatif impacté par la crise sanitaire et une nécessité pour les structures d'innover face aux nouvelles demandes qui émergeaient par rapport toujours à cette crise sanitaire. Donc, comme le sujet à l'exemple présenté dans la slide, à savoir des distilleries qui proposent du gel hydroalcoolique, la fabrication de masques, comme nous l'expliquait hier Open Space, la production, le recours à l'impression 3D pour pouvoir produire des masques. Donc, cette crise sanitaire, c'est vrai que c'est l'occasion de mettre à plat le projet associatif de la structure
et l'occasion de mettre à plat le devoir même de mettre à plat sa stratégie de développement pour 2021. Donc quel est le lien, qu'on peut faire maintenant entre, projet associatif et modèle économique? Le projet associatif, je le répète, le projet, il fixe la vision, il fixe les missions, les valeurs, le métier, les principes d'action, l'ambition et la spécificité de la structure. Donc, dans des temps un peu troublés comme cette période de crise sanitaire, on reconfine, on déconfine. Toutes les structures OSS, toutes les associations n'ont pas pu reprendre leur activité. Certaines ont dû maintenir leur activité en s'adaptant. Ce projet associatif, encore une fois, est à adapter, à revoir vis-à-vis des nouvelles exigences réglementaires, des limitations de déplacement, mais aussi vis-à-vis de la façon dont les bénéficiaires et les usagers habituels des structures OSS vivent la crise sanitaire. Comme on l'a rappelé hier, il y en a qui sont plus ou moins éloignés de la pratique de l'utilisation des technologies du numérique. Donc là, une structure ESS, une association qui s'adresse à un public de plus de 60 ans, on rappelle pour la Martinique, la moitié des personnes de 60 ans et plus ne sont pas forcément équipées de matériel informatique, d'un ordinateur et d'un accès à Internet. Donc là, quand on s'adresse à ces publics et qu'on se retrouve dans l'obligation de recourir aux usages numériques, voilà, comment s'adapter, comment continuer à réaliser ses missions sur le terrain. Donc, un projet associatif à adapter. Alors, sur la thématique du jour, comment adapter le modèle économique ESS en période de crise sanitaire, on a ce lien à faire donc, entre ce projet associatif, définissant vision, mission, valeur, métier, principe d'action, ambition de la structure, et le modèle économique. Donc là, je vais reprendre la main pour vous partager de nouvelles slides. Voilà. Alors attendez, petit retour. Voilà. Donc, dans ce contexte de crise sanitaire, où de toute façon, de base, le projet associatif était à réinterroger par rapport à l'impact, à la façon dont l'association est impactée, il y a clairement un lien à faire avec ce qu'on appelle le modèle économique ESS de la structure. Donc, comme vous le voyez dans la slide à l'écran, le modèle économique, ça représente les moyens dont l'association dispose pour réaliser justement ce projet associatif. Donc, c'est l'ensemble des ressources disponibles et le choix de leur affectation afin de mettre en œuvre des activités de l'association. Il se caractérise donc par une structure des coûts et des ressources de l'association. Vous pouvez voir apparaître à l'écran les typologies de modèles économiques associatifs qui ont été recensés par l'association Le Rameau. Donc, quand on parle de modèle économique ESS, il y a 7 modèles, comme vous le voyez, qui émergent. On a le premier modèle, autonomie des membres. Donc, les ressources sont basées sur les cotisations, ainsi qu'une ressource qu'on appelle valorisable mais non monétaire, l'engagement des membres. Donc là, c'est une typologie d'association qui, pour ses ressources, compte sur les cotisations des membres. On bascule ensuite sur les modèles M2 et M3, sur ce qu'on appelle des modèles ayant des revenus d'activité pour l'association. Donc clairement, l'association tire ses ressources de vente de produits, de licences, de droits d'utilisation, ou alors l'association tire ses ressources d'une convention de délégation de services publics ou du fait d'avoir été retenu pour réaliser un appel d'offres pour une personne publique. Donc, on passe d'un modèle M1 où là, ce sont juste les membres de la structure qui contribuent à faire des recettes, à générer des recettes au niveau de l'association, à un modèle où la structure commence à, on va dire, vendre à l'extérieur sa compétence, ses prestations, ses services, tout en restant dans un modèle économique ESS, donc basé sur l'utilité sociale. Autre modèle économique, on bascule sur des modèles très connus, les modèles M4, notamment le modèle
qui est basé sur la subvention publique. L'association tire principalement ses ressources des subventions publiques qu'elle reçoit des différents partenaires publics, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les collectivités locales. Donc, une majorité, bien sûr, des associations actuellement dépendent de ce modèle. Et le fait de travailler et de devoir adapter le modèle économique, c'est un peu de ressortir, essayer de sortir de cette dépendance uniquement, le fait de dépendre uniquement de ces types de subventions. Ensuite, on a le modèle M5 qui est basé sur un cofinancement non public. Donc, on a à la fois des ressources publiques qui viennent de l'État, mais également des financements venant d'institutions comme l'Europe ou d'institutions internationales. Ensuite, on a les modèles M6 et M7 qui défendent du financement privé. Donc, pour ces associations, elles assurent des rentrées de recettes par le biais de dons, par le biais de mécénat, par le biais de partenariats privés. Elles comptent également sur l'élément non monétaire du bénévolat, ainsi que ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est le fait qu'une entreprise d'une plus ou moins importante, la plupart du temps, mette à disposition de la structure la compétence de l'un de ses salariés. Par exemple, nous connaissons une structure dans le domaine de l'alimentaire qui s'est vue mise à disposition des attachés, des chargés de communication au sein de leur propre structure. Ces chargés de communication ayant été mis en place par un opérateur de téléphonie du territoire. C'est ce qu'on appelle mécénat de compétences. Et c'est ce qui correspond donc au modèle M6 qui se base à la fois sur les dons, les mécénats en argent, mais également ces mécénats de compétences. Et enfin, le modèle M7, le modèle mutualisé, co-investissement de fondateurs qui se base sur des apports de compétences non monétaires, mais également sur le fait que plusieurs fondations, plusieurs investisseurs se mettent en commun pour apporter quelque chose à la structure, que ce soit alors, le plus souvent des financeurs privés. Alors, petit sondage peut-être à ce stade de la présentation. Selon vous, pour les structures qui sont présentes sur cet atelier, selon vous, de quel modèle économique relevez-vous? Alors, je vous remets la slide et n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que vous reconnaissez pour votre structure, est-ce que vous vous reconnaissez dans un des modèles économiques affichés à l'écran? Personne ne se reconnaît? Sarita, Oui. Oui. c'est Peggy. Bonjour, excuse-moi. Je crois que ton document a disparu. Du coup, j'ai Oui, pas non, pu j'ai le arrêté le partage d'écran parce que je voulais Ah, voir d'accord. au niveau des interventions, je le remets à l'écran. Ok, merci. Donc, ben, Peggy, tant que vous êtes alors, que vous avez pris le mic, si je puis dire, est-ce qu'au niveau de la structure, par exemple, Open Space, vous vous reconnaissez dans l'un des modèles économiques affichés? Sachant qu'il peut y avoir une hybridation des ressources, il peut y Bien avoir sûr. des mélanges de modèles. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de Alors, porter un jugement hein, sur celles qui prennent la parole. C'est vraiment en termes de partage, d'expérience, de dire, voilà, si vous vous reconnaissez, ou peut-être pas du tout, dans l'un des modèles économiques. oui, alors le modèle que tu as présenté au niveau de l'association, on s'inscrit totalement en fait sur ce modèle avec une forme d'autonomie des membres, euh, de l'ingénierie donc que l'on vend en prestation de services. On est aussi en partie sur de la subvention publique. L'abondement, il y en a eu au départ hein, au niveau de l'amorçage du projet associatif. D'accord. Mobilisation privée, il y en a eu aussi beaucoup. Donc, ça a fait partie en fait des fonds d'amorçage qui sont venus en complément. Et la mutualisation, c'est ce qui a permis en fait de pouvoir, avec peu de moyens, avancer sur le projet associatif. D'accord. Donc là, clairement, au niveau du modèle économique de PSP, comme le soulignait Olivia, on est clairement dans une hybridation. Cette association ne rentre pas dans une case spécifique. Elle a exploité plusieurs types de ressources pour faire avancer la mission qu'elle s'est fixée dans le projet associatif.
Donc, pour revenir quelque peu sur la notion de modèle économique ESS, je le rappelle, le modèle économique, c'est vraiment cette équation entre des moyens à mettre en œuvre pour atteindre un objectif fixé. Je le rappelle, dans le projet associatif, les moyens à mettre en œuvre représentent les coûts, les dépenses de la structure, que ce soit des dépenses salariales, des dépenses de moyens, les dépenses habituelles pour le fonctionnement d'une structure. Et cette équation est à faire avec en face des ressources qui sont à mobiliser justement pour financer l'action. Donc, c'est ce qu'on appelle les revenus. De base, un modèle économique, voilà, c'est un rapport entre des coûts pour atteindre un objectif et des ressources en face à mobiliser. La particularité maintenant du modèle économie sociale et solidaire, c'est le fait que la structure est en recherche de la plus forte utilité sociale. Donc, ce qui va être au cœur de ce modèle économique ESS, c'est ce projet social avec la structure qui s'organise différemment en recherchant de la non-lucrativité ou de la lucrativité limitée, en organisant sa gouvernance autour d'une démocratie plus accrue, avec, comme indiqué dans l'exemple, une intervention au collège, avec une hybridation des ressources, donc une structure peut-être comme Open Space qui se retrouve à la fois à solliciter les cotisations de ses membres, à demander l'appui de subventions publiques, tout en développant une forme d'ingénierie de service dans ce domaine. Oups. Donc, vous le voyez, on est sur un modèle économique entre des charges de fonctionnement et des ressources à rentrer pour que la structure fonctionne et atteigne sa mission. On est sur un modèle économique qui est clairement, comme le projet associatif, est impacté en période de crise sanitaire. Pourquoi? Beaucoup de structures ont dû arrêter leur activité ou s'adapter pour pouvoir continuer leur activité, mais elles n'ont pas eu un fonctionnement, si je puis dire, normal depuis le premier confinement. Elles ont vraiment pour une grande partie, certaines étaient dotées de subventions publiques pour des actions à mener, mais étaient quasiment dans l'impossibilité de réaliser ces actions sur le terrain. Donc, on se retrouve peut-être avec une manne financière, mais une impossibilité matérielle de réaliser les actions prévues sur le terrain. Ou alors d'autres se sont vus par rapport au moment d'intervention de la crise sanitaire, on le rappelle en début d'année. En général, c'est à cet instant que voilà, les demandes de financement sont reconduites, sont représentées, que les partenariats privés également sont reconduits. Ben, face à une crise sanitaire, face à l'arrêt des activités, face à l'arrêt de l'activité quasi générale, elles se sont retrouvées peut-être avec une absence de rentrée financière. Donc, à ce moment-là, se dire, la structure associative doit être bien consciente de quelles sont ses dépenses en fait et de ce qu'elle a besoin d'avoir en face pour pouvoir continuer à fonctionner. Il y a peut-être des décisions drastiques à prendre en termes d'arrêt de certaines activités, une réorientation à prendre, et là on parle davantage du projet associatif, savoir, voilà, je ne suis pas dans l'immédiat, je ne suis pas en mesure d'exercer l'action, de réaliser l'action que j'avais prévue sur cette année 2020, mais je sais que j'ai la compétence en interne pour, toujours dans le cadre de mon projet associatif, réaliser différemment la mission. Comment je dois m'adapter en termes de recettes, en termes de coûts, sur quoi je peux réduire, qu'est-ce que je dois mettre en place au niveau de la structure pour quand même continuer à fonctionner. Donc clairement, un modèle économique le modèle économique de la structure est adapté en période de crise sanitaire avec une structuration des finances qui sont à revoir. On doit quand même noter, et nous l'avons constaté quand même en tant que chargé de mission DLA, que beaucoup de financeurs publics ont quand même joué le jeu, que ce soit pour les subventions qui étaient déjà allouées ou que ce soit pour les subventions exceptionnelles qui ont pu être attribuées à certaines structures, bien sûr pour leur permettre de continuer leur mission sur le terrain, surtout quand celle-ci était nécessaire. Je pense aux structures médico-sanitaires, mais je pense aux structures également qui exercent, qui animent le lien, qui devaient assurer le lien social, les structures forcément d'aide alimentaire qui ont pu continuer leur mission sur le terrain auprès des personnes en précarité. Donc, il y a quand même eu au niveau des financeurs publics, voilà, un relais qui a été fait. Il s'avère quand même que l'année 2021 va redémarrer. L'année 2020 a été ce qu'elle a été, période de crise sanitaire. Là, clairement, la structure doit prendre du recul, gagne à prendre du recul et à se dire, voilà, normalement, je fonctionne avec telle recette pour telle dépense. Compte tenu de l'année qui s'est écoulée, qui est passée, quelles questions je dois me poser au niveau de mon modèle économique? Est-ce que je vais pouvoir de nouveau compter sur les mêmes recettes, les mêmes financements?
est-ce que ma mission, celle que j'ai définie au niveau de mon projet associatif, va pouvoir rester la même, vu cette année écoulée et vu la façon dont la structure a pu fonctionner? Donc, il existe des leviers pour, on va dire, adapter le modèle économique. Que ça soit, une structure qui a un besoin en fonds de trésorerie, il existe des dispositifs spécifiques, ESS, sur le territoire. Et là, je pense notamment à des opérateurs comme l'Initiative Martinique Active, qui, pour les structures justement qui ont un modèle économique, c'est-à-dire des structures qui ne dépendent pas uniquement des subventions publiques, elles ont en face des produits qui permettent à la structure, peut-être à un instant T, peut-être en des démarrages d'activité, de bénéficier de prêts spécifiques, en tout cas qui peuvent venir en aide à la structure pour se dire, voilà, année difficile, nous sommes en démarrage d'activité, on va faire le point. Et j'ai la joie de vous annoncer que le prestataire qui était supposé intervenir a pu nous rejoindre. Donc, j'espère avoir occupé l'espace, si je puis dire. Et je passe la parole à Yannick Dubois en faisant quand même une inclusion rapide. Yannick, on était en train de représenter le fait que les structures, quand on parle d'adaptation du modèle économique, c'est forcément une articulation projet associatif, modèle économique. Nous avons retraversé, présenté les différents modèles économiques, notamment selon la cartographie mise en place par le rameau, donc avec les différents modèles de M1 à M7. Et là, j'étais en train de présenter le fait que forcément, en période de crise sanitaire, avec un fonctionnement particulier, le modèle économique en termes notamment de structuration des recettes est à revoir, est à interroger par rapport à cette année si particulière qui s'est écoulée. Et je vous laisse la parole. Bon, bonjour à tous. Je vous présente vraiment toutes mes excuses pour ce retard qui est vraiment involontaire. Voilà, donc bon, ça arrive malheureusement. Ça m'est arrivé 2 fois ce mois-ci. Donc voilà, donc vraiment toutes mes excuses. La question, donc c'est une formidable introduction qu'a fait Sarita Marie-Magdeleine sur la notion de, de modèle économique. Bon, moi j'avais effectivement prévu dans mon propos d'expliciter cette notion-là parce que ça fait partie un petit peu des termes, comme on dit, tarte à la crème aujourd'hui dans le SS, hein, la notion de modèle économique. Bon, alors moi j'aime beaucoup la classification du rameau parce qu'elle permet en tout cas de se faire une représentation des différentes typologies de modèles économiques. Évidemment, en fonction de cette typologie, l'impact de la crise du Covid eh bien, va se jouer différemment. Euh, alors, je vais partager quand même mon PowerPoint. Donnez-moi 2 petites secondes. Hop. Euh, voilà, je pense que vous avez mon PowerPoint. Alors, juste peut-être pour reprendre, c'est presque pour moi faire une transition avec ce dont vous venez de discuter, mais en gros, les modèles économiques vont varier évidemment selon la typologie de charge et la typologie de produit de l'association. On a une tendance quand même naturelle à analyser un petit peu l'identité d'une association au regard de son type de financement, essentiellement au regard du type de produit. Ça veut dire qu'en gros, quand on parle de modèle économique, la plupart du temps, on va regarder les produits, on va dire, bah voilà, il s'agit d'une association dont le fonctionnement économique est basé essentiellement sur de la subvention. On va regarder le fonctionnement, on va dire, c'est une association dont le budget est essentiellement basé sur de la prestation de services ou de la vente de biens, ou sur du don. On a une tendance naturelle, je vous dis, à d'abord regarder effectivement la nature des produits. Alors, en cas de crise, finalement, ce qui est impacté, ce n'est pas uniquement les produits, ce sont aussi les charges. Et peut-être pour compléter le propos de Sarita, moi je vais maintenant un peu me concentrer, passer rapidement en revue les produits et comment, dans le cadre d'une situation de crise, on peut être amené. Sarita, si je dis quelque chose que vous avez déjà développé, vous me faites un petit signe ou vous intervenez, hein, vraiment pour que j'évite à notre public d'avoir trop de redites. Non, mais Donc, c'est une transition parfaite parce que j'avais davantage pour l'instant insisté sur les recettes. Donc, le fait que vous d'accord. enchaîniez sur les charges, c'est Ouais. parfait. Mm, mm. Parce que voilà, évidemment, la crise économique, elle marque un arrêt
enfin la crise économique, la crise sanitaire, vous voyez le lapsus révélateur, hein, c'est que pour l'instant, cette crise, elle est d'abord sanitaire et elle commence à être économique et je pense que malheureusement, nous verrons pleinement les effets de la dimension économique de la crise sanitaire l'année prochaine. Pour l'instant, les associations qui ont été essentiellement impactées, c'est celles qui ont dû du jour au lendemain, cesser complètement leur activité. Alors, on pense évidemment aux associations sportives, aux associations culturelles, pour lesquelles, évidemment, la crise sanitaire a marqué un point d'arrêt et du coup, une chute nette, voire définitive, hélas pour certaines associations, de leurs ressources. Euh, ce qui, au passage me fait un peu sourire parce que depuis de nombreuses années, il y a un discours ambiant dans le secteur associatif ou dans le secteur de l'accompagnement des associations qui consiste, un message qui consiste à dire aux associations soyez prudentes, essayez de diversifier ou d'hybrider vos ressources, hein. On a dit même à certaines, certains pouvoirs publics, hein, on dit essayez de sortir de la subvention, allez voir du côté des entreprises, allez voir du côté du mécénat, vous verrez, ou allez voir, ou essayez de développer vos fonds propres en développant des activités rémunératrices, vous verrez, ce sera bien mieux pour l'association. Et finalement, quand on regarde ce qui s'est passé avec la crise du Covid, eh bien, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, elles ont évidemment actionné les leviers qu'elles pouvaient pour essayer de protéger le secteur économique. Et parmi le principal levier finalement que les collectivités ou l'État a actionné au démarrage, c'est de dire aux associations qui recevaient des subventions, ne vous inquiétez pas, on va protéger tout le secteur de la subvention en vous permettant de réaliser les projets pour lesquels vous êtes subventionné en partie sur 2021, en n'exigeant pas de vous le remboursement des subventions dont les projets ne se réaliseraient pas entièrement. Enfin bref, vous voyez, on a mis en place un certain nombre de mesures pour protéger les associations. Vous voyez, ce qui quand même est intéressant parce que ça nous renvoie à cette question initiale où c'était les mêmes pouvoirs publics qui disaient allez chercher des fonds propres en faisant de l'activité. Et vous voyez que finalement, on peut dire quand même que les associations qui s'en sortent le mieux dans l'immédiat, hein, sur du court terme, eh bien finalement, ce sont celles qui ont un modèle économique assis sur la subvention parce que les pouvoirs publics ont été bienveillants et sont bienveillants vis-à-vis de ces associations-là. Avec quand même une petite réserve sur alors non pas la subvention, mais plutôt sur les appels d'offres. Parce que, vous le savez, hein, le financement le financement de la vie associative, enfin le financement plutôt des projets de la vie associative, évidemment, s'appuie sur des financements publics qui peuvent avoir finalement deux origines. L'origine de la subvention, vous savez, lorsque finalement le projet, c'est bien l'association qui en est à l'initiative, mais également des procédures d'appel d'offres où finalement l'État ou les collectivités eh bien, vont commander des prestations auprès d'acteurs, d'opérateurs économiques dont les associations font évidemment partie. Alors, évidemment, vous voyez, certaines associations vont, par exemple, réaliser une délégation de service public pour une commune, pour la réalisation d'un ACM, d'un accueil collectif de mineurs, d'autres pour l'accueil de personnes âgées, pour l'accueil, etc., etc. On n'est pas dans le domaine de la subvention et donc là, les règles enfin en tout cas les mesures qui ont été prises par l'État et les collectivités pour protéger les associations, pour protéger, pour ne pas être trop exigeants en matière d'exécution des marchés publics, eh bien, elles sont quand même plus légères. Ça veut dire, en gros, les collectivités et l'État ont pris l'engagement de ne pas demander notamment le versement de dommages et intérêts, enfin, ou de choses qui ressemblent dans la réalisation d'appels d'offres, mais on voit bien que malgré tout, à un moment ou à un autre, se posera la question de la réalisation du marché pour lequel l'association a répondu et a été retenue, hein. Donc, la crise sanitaire, en tout cas, nous a réinterrogé sur des nouvelles modalités de partenariat financier avec l'État et puis les collectivités.
moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand je me suis connecté un peu à la hâte, c'est la phrase de Sarita qui disait mais finalement, la question de la réinterrogation du modèle économique, c'est aussi la question de la réinterrogation du projet associatif. Et j'ai envie de dire, avant de passer à la suite, que c'est essentiel. C'est essentiel. Aujourd'hui, vous voyez, je vais passer du côté des charges maintenant. C'est une habile transition. Euh, il y a, vous voyez, de plus en plus d'adhérents ou de bénéficiaires des activités qui sont proposées par l'association, qui sont venus frapper à la porte de celle-ci en disant, bah, écoutez, au moins pendant le printemps, on avait normalement des activités qui étaient prévues qui ne se sont pas réalisées. Ici, à la rentrée de septembre, rebelote, eh bien, nous avons payé une cotisation, nous avons payé des frais de réalisation des activités. Or, eh bien, rien n'a été fait, donc merci de nous rendre l'argent. Enfin, je caricature un peu, mais pas très loin. Certains comportements d'adhérents ont conduit à ça. Finalement, alors d'un point de vue juridique, hein, peut-être quand même pour commencer par ça, bon évidemment, même si la crise sanitaire est considérée comme un cas de force majeure, hein, d'ailleurs, vous noterez au passage que c'est la première fois qu'une crise sanitaire liée à une épidémie est considérée comme un cas de force majeure. Hein. Pour la dengue, le chikungunya, etc., ça n'avait jamais été le cas. Donc, enfin, en tout cas, je souris, mais vous comprendrez que ça peut interroger. Donc, première hypothèse, en tout cas cas de force majeure, ce qui évidemment ne permet pas aux adhérents ou aux bénéficiaires de nos activités de pouvoir réclamer des dommages et intérêts, encore une fois, liés à la non-exécution des obligations ou ce pourquoi les gens avaient payé. Mais ça ne signifie pas que les personnes n'ont pas le droit à une compensation, n'ont pas le droit à un différé de la réalisation de leur activité, etc. Dans le document que je vous ferai parvenir, je mettrai un lien vers un article que j'ai écrit sur ce sujet-là, qui vous permettra d'aller plus loin sur les réponses qu'on peut apporter à nos adhérents. Mais il y a une réponse qui est davantage de l'ordre de la stratégie et de l'éthique associative, j'ai envie de dire. Et certaines associations que j'accompagne ont essayé cette démarche-là. C'est de dire, OK, sur le plan juridique, sur le plan financier, vous êtes en droit de réclamer, entre guillemets, l'argent des prestations qui n'ont pas été réalisées. Mais maintenant, interrogez-vous, si vous le faites, quelles vont être les conséquences pour l'association? Et puis, l'association, est-ce que vous la considérez comme un prestataire de service ou est-ce que vous la considérez comme quelque chose qui finalement, vous, en tant qu'adhérent, vous appartient? Ça veut dire que si vous réclamez, on sera de toute façon juridiquement contraint, effectivement, de rembourser les prestations qui n'ont pas été réalisées. Mais la conséquence, c'est que l'association, hein, au sens premier du terme, qui associe des personnes, eh bien, risque de ne pas survivre parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que en vis-à-vis des produits, nous, on a eu des charges, c'est-à-dire on a eu des dépenses qu'on a dû faire, on a dû payer bien avant peut-être un certain nombre de dépenses et qui font qu'on n'est pas forcément dans la capacité de pouvoir rendre l'intégralité des sommes qui ont été, qui ont été encaissées par l'association au titre des participations, etc. Et donc finalement, vous voyez qu'une des techniques enfin pas une des techniques, en tout cas une des interrogations et peut-être une des pistes de solutions hein, par rapport à cette exigence que peuvent avoir nos adhérents ou les personnes auprès desquelles on intervient, c'est de remettre un peu l'église au centre du village, c'est-à-dire de leur dire mais l'association c'est vous et que si effectivement, et vous êtes en droit de le faire, on réclame l'entièreté de la somme, eh bien ce que vous réclamez l'entièreté de la somme, ça risque de porter préjudice à l'association elle-même. Or, l'association, bah, c'est vous, quoi. Vous êtes l'association. Alors ça fonctionne évidemment si l'association s'est véritablement inscrite dans une logique d'adhésion, dans une logique de faire vivre son projet à partir d'adhérents, de membres, et d'avoir fait le choix d'un véritable fonctionnement basé sur le collectif. On le sait, il y a certaines associations qui ont fait, pour X ou Y raison, d'autres choix, qui ont plutôt concentré la gouvernance et l'adhésion sur peu de personnes et qui ont fait plutôt le choix d'avoir autour d'eux ou des bénéficiaires non adhérents ou finalement d'être carrément dans une logique commerciale avec un rapport qui serait plutôt de l'ordre de la clôture. Pardon, de la clôture, c'est parce que je vois le mot clôture qui arrive,
plutôt de l'ordre de la relation aux clientèles. Donc, vous voyez, sur le côté des charges, c'est-à-dire lorsque ce qui est exigible, eh bien, il y a du court terme qui est d'essayer plutôt d'entrer dans des phases de négociation pour pouvoir essayer de temporiser, en tout cas, auprès des gens qui nous réclament des remboursements. C'est aussi, vous avez vu, il y a tout un tas de mesures qui ont été prises par l'État sur l'étalement, voire l'exonération des cotisations salariales quand l'association a des salariés. Enfin, vous voyez, donc il y a vraiment un intérêt aujourd'hui à essayer de temporiser, euh, au moins sur du court terme, pouvoir se sortir. Enfin, alors voilà, c'est pas simple, hein, mais en tout cas, c'est de prendre charge après charge et de voir si on peut réussir ou à négocier des étalements, ou à négocier des exonérations, ou effectivement à remettre du projet associatif dans tout ça et à inclure les acteurs pour essayer effectivement d'étaler un peu les charges. Je ne sais pas de combien de temps je dispose encore. Il y a la clôture, en effet, du salon à midi. Donc, je pense que oui, jusqu'à 55, c'est encore possible. D'accord. Alors, 55, 56, ouais, 57. ouais, très bien, voilà. Vraiment, je suis vraiment désolé. On s'adapte, Donc, on y va. oui, voilà. Sur alors, attendez, du coup, il faut que je réorganise mon propos quand même. Euh, s- alors, hop. Alors, oui, donc je vous disais qu'effectivement, à un moment, ça pouvait être de réinterroger vous voyez, les adhérents, les bénéficiaires de nos activités pour leur indiquer qu'ils faisaient partie du projet associatif. Et je vais aller même plus loin. Une des solutions qui a été, en tout cas, validée juridiquement et puis qui est assez cadrée, vous savez, c'est celle des dons que les particuliers peuvent nous faire et qui peuvent être déduits des impôts, hein. Donc les dons déductibles des impôts par les particuliers. On s'était posé la question au tout début du confinement, enfin dans la deuxième moitié du premier confinement, voilà, de savoir si un adhérent qui, par exemple, réclamait, alors ce que je dis pour un adhérent est aussi valable pour un créancier, hein, on va le voir sur le dispositif du mécénat, mais est-ce qu'il était techniquement possible d'abandonner, j'ai envie de dire, pour le particulier, le remboursement que l'association aurait dû lui faire pour les activités qui n'étaient pas réalisées, et de le transformer finalement en don, hein. Eh bien, aujourd'hui, on sait que c'est possible. Donc, alors évidemment, pour les associations qui sont d'intérêt général, ça leur permet de pouvoir ne pas rembourser l'entièreté de la somme et de pouvoir émettre à la place un reçu fiscal qui permet à la personne, à l'adhérent, de pouvoir déduire, vous savez, de son impôt sur le revenu, 66% du montant du reçu fiscal. Donc, ça veut dire que l'association peut très bien transformer certaines de ses dettes en don. Évidemment, c'est pas elle qui le décide, il faut que la partie en face soit d'accord. Et vous voyez, ça peut être le même dispositif pour faire diminuer les charges dans les relations qu'on peut avoir avec nos prestataires. Ça veut dire, par exemple, qu'une association qui se retrouverait en grande difficulté financière et qui serait en très grande difficulté pour pouvoir payer ses dettes, qui serait, alors évidemment, on est d'accord, hein, c'est la condition de départ, c'est qui serait d'intérêt général, eh bien, pourrait tout à fait demander à l'entreprise de transformer sa dette en mécénat. Et dans ce cas-là, l'association pourrait émettre un reçu fiscal du montant, évidemment, de la dette, ce qui permettrait à l'entreprise de pouvoir déduire 60% de son impôt sur les sociétés, pour peu que le montant de ce don soit inférieur à 0,5% de son chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, il existe alors pas de solution miracle pour modifier le modèle économique à court terme et survivre, entre guillemets, à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Mais il faut vraiment faire un exercice de prendre charge par charge et puis produit par produit, et puis de sécuriser l'ensemble. Ça, c'est une réflexion qui doit avoir lieu à court terme pour permettre la survie et au fait que l'association, elle sera encore là dans 6 mois ou dans un an. Mais il n'empêche que ce que nous venons de traverser doit nous conduire aussi peut-être à réfléchir à notre modèle économique de manière beaucoup plus, avec une vision beaucoup plus à long terme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, vous avez vu, chaque modèle économique, eh bien, finalement, va présenter un certain nombre d'avantages et un certain nombre d'inconvénients.
Et puis, bah, il y a un travail à faire dans l'association qui est de se dire, ben, voilà, les inconvénients de notre type de modèle économique, eh bien, qu'est-ce qu'on met en vis-à-vis pour pouvoir sécuriser ou apporter en tout cas quelques freins si vraiment on rencontrait des difficultés. Prenons un ou deux exemples avant que je termine mon propos là-dessus, sur cette réflexion à plus long terme. Vous voyez, vous prenez une association dont l'essentiel des financements repose justement sur du financement public sur de la subvention. Vous voyez bien que le danger, c'est qu'à un moment, si le financeur public eh bien, ne fait plus du thème ou des projets présentés par l'association dans ses dossiers de subvention une priorité, eh bien, ça veut dire que les subventions, elles vont disparaître. Alors évidemment, vous voyez qu'il y a une fragilité parce que ça veut dire que l'association, finalement, elle est dépendante des pouvoirs publics et puis des orientations politiques des collectivités ou de l'État. Évidemment, là, vous voyez que là, on a un danger. Eh bien, la solution, j'ai envie de dire, à mettre en vis-à-vis, c'est la diversification des financements publics. Si évidemment notre activité, c'est une activité qui est très proche d'une activité de service public, on va peut-être avoir du mal à aller chercher des financements privés, ou on va peut-être avoir du mal à vendre des prestations. Voilà, mais en tout cas, on peut essayer de trouver un certain nombre de solutions qui permettent de sécuriser l'association au regard de son modèle économique, sans attendre d'être en situation de crise. Et c'est justement parce que l'association, elle sera dans l'anticipation de la prise en compte de ces difficultés liées à son modèle économique qu'elle pourra y répondre. Vous voyez, dernier exemple, et je vais vraiment conclure là-dessus pour ne pas me faire gronder, deux fois, une fois pour être arrivé en retard et une fois pour être parti trop tard aussi, c'est le modèle économique des associations qui fonctionnent sur du don. Bon. Vous voyez, type association humanitaire qui va intervenir voilà, auprès de populations très très fragilisées pour lesquelles le modèle économique est basé sur des dons, sur de la quête publique, etc., etc. C'est pareil, ces associations-là, elles peuvent être mises parfois. Oui, le modèle économique, il a lui-même un certain nombre de difficultés. C'est quoi? C'est que, qu'on le veuille ou non, depuis à peu près 15 ans, on sait que le volume global des dons qui sont faits aux associations par les Français ne bouge pas. Ça veut dire que le volume global, l'assiette, le gâteau, hein, on pourrait dire, pour utiliser une image, eh bien, est d'année en année le même. Sauf que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les donateurs eh bien, sont très volatiles. Ça veut dire qu'une année, ils vont donner à une cause, et puis peut-être l'année d'après, ils vont donner à une autre. Donc, vous voyez, c'est pareil. Là, on a une fragilité du système, du modèle économique des associations type humanitaire qui fonctionnent sur le don, c'est que, eh bien, il y a une volatilité des donateurs et qu'il y a des phénomènes de mode dans le don. Et que vous voyez, l'année dernière, on a eu un effet cathédrale Notre-Dame, par exemple. On s'est rendu compte que des gens qui donnaient historiquement à des associations ont fait le choix parce qu'il y a eu une médiatisation, parce qu'il y a eu un événement qui a touché à l'émotion hein, des donateurs. Eh bien, il y a eu un report d'un certain nombre de dons vers effectivement l'appel à la générosité publique à destination pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame à Paris. Eh bien, alors comment, vous allez me dire, comment on travaille ça? Eh bien, on travaille ça d'abord dans le lien qu'on peut construire avec les donateurs. Vous voyez, ça veut dire quelqu'un qui donne, c'est pas quelqu'un qui donne uniquement une fois par an. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui donne une fois par an, mais avec lequel on peut maintenir un lien et qu'on va essayer de fidéliser entre guillemets dans son don, parce qu'on va lui apporter des informations, parce qu'on va lui dire à quoi son don il a servi, etc., etc. Donc, vous voyez. Petite solution, c'est pas miraculeux, mais en tout cas, le modèle économique de nos structures en dehors de la crise Covid, doit être quelque chose qui doit nous interroger en se disant, mais finalement, aujourd'hui, on a ce modèle-là. Est-ce que il présente un certain nombre d'avantages et un certain nombre de difficultés? Comment on peut mettre en place des actions qui vont permettre de limiter, en tout cas, les difficultés qui pourraient se présenter par rapport au modèle économique? Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vois que Sarita remonte progressivement son micro vers sa bouche. Ça veut dire que c'est un signe qui me dit que je dois arrêter mon propos. J'avais plein d'autres choses à vous dire, mais ce sera à l'occasion d'un autre rendez-vous. Je vous remercie. Non, mais ça, c'est une transition parfaite pour vous indiquer de toute façon que si je peux reprendre la main sur le partage d'écran, Yannick.
que justement, dans cette recherche, dans ces interrogations que vous avez sur le modèle économique, rappelez-vous que nous, opérateurs d'accompagnement, DLA Martinique, nous intervenons pour l'accompagnement de vos structures. Et donc, le dispositif local d'accompagnement est là auprès des structures de l'économie sociale, donc les associations, mais également les coopératives, les structures d'insertion par activité économique, les entreprises solidaires détentrices d'un agrément ESUS. Et donc, nous sommes là avec pour mission justement de vous appuyer et de vous mettre à votre disposition après une phase de diagnostic, l'expertise de prestataires experts, notamment sur cette question de modèle économique. Que vous y ayez pensé ou pas, c'est vraiment l'occasion, ce temps de période de crise sanitaire, de remise en question, c'est vraiment l'occasion d'interroger cette notion et de voir, voilà, est-ce qu'elle existe en interne dans l'association et est-ce qu'il n'y a pas quand même à apporter une réflexion là-dessus. Et donc, nous, DLA, dispositif local d'accompagnement, je vous rappelle, financé par l'État, représenté par la DIECT ainsi que la Banque des territoires, le dispositif local d'accompagnement, son équipe, les chargés de mission, nous sommes là pour vous accompagner avec l'appui du réseau de prestataires experts. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos démarches de réflexion. Les prestataires interviennent, font avec vous, surtout pas à votre place. C'est un accompagnement qui est gratuit pour vos structures puisque l'ingénierie mise en place est prise en charge grâce aux financeurs du dispositif. Et c'est un accompagnement qui se fait bien sûr sur la durée, puisque nous prêtons attention à voir comment la structure évolue quand elle a bénéficié d'un accompagnement. Donc, c'est une aide méthodologique, un outil, un avis extérieur, de la compétence, une mise en mouvement pour vos structures, à travers, comme vous le voyez, un parcours d'accompagnement qui passe par l'accueil, le diagnostic, le parcours d'accompagnement, mais également de la coordination avec les autres opérateurs du territoire, les opérateurs étatiques, publics, les structures, les autres structures associatives, tous les réseaux d'accompagnement, les têtes de réseau, les fédérations. Voilà, le DLA s'inscrit dans un parcours d'accompagnement à la consolidation et à la pérennisation des emplois. Et donc, je vous remets à l'écran nos coordonnées du dispositif DLA Martinique, où nous intervenons. Nous sommes deux chargés de mission, Olivia, Elisabeth et moi-même, avec toutes les coordonnées. Merci d'être resté connecté malgré ce démarrage non prévu. Merci aux prestataires d'avoir pu quand même apporter son propos expert sur cette thématique pour le dispositif local d'accompagnement DLA Martinique. Et il est, je crois, l'heure. Voilà, 11h59, je crois qu'il va y avoir la clôture du salon. Si vous avez des questions, nous restons bien sûr disponibles aux coordonnées qui ont été affichées. Et voilà, n'hésitez pas à solliciter le dispositif local d'accompagnement. Merci de votre attention.